Donc c'est parti, voilà. Et donc voilà, donc le relais de Belleville nous accueille et en échange d'une consommation pour les gens qui viennent, pour tous les mois qui viennent, vous pouvez y avoir toute une série de on va appeler ça des cours, on va appeler ça café philosophique, historique, enfin ce que vous voulez, voilà. En fait, on a discuté longuement l'année dernière de cette éventualité. Tout est cassé. On a discuté longuement de cette éventualité l'année dernière en se disant que notre jeunesse aujourd'hui, mais je vois qu'il n'y a pas que des jeunes, donc ça me rassure aussi, a besoin de clarifier tout un tas de choses, donc aussi bien du point de vue philosophique qu'historique. Et en l'occurrence, les premiers cours que nous allons entamer, à commencer par celui-ci, sont des cours en quelque sorte d'histoire, et nous aborderons donc la philosophie après pour pouvoir la recadrer dans un contexte historique précis. Et donc, lorsque nous avons commencé à parler de ces cours l'année dernière, on s'est dit quelle est la nécessité de faire ces cours. Alors, je vais avoir le plaisir de vous distribuer, c'est pas bien ce que je fais, de vous distribuer, bon, la photocopieuse n'est pas terrible, une petite copie du brevet d'histoire de cette année. Et pour que tout le monde le voit, y compris sur Internet, vous allez pouvoir constater la nécessité, effectivement, peut-être, de refaire quelques cours. Vous pouvez faire passer le papier, s'il vous plaît, voilà. Alors, le sujet de cette année en histoire était la décolonisation après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je lis le papier qui est en train de passer sous vos yeux. C'est un devoir d'élève de 3e, 15 ans. L'URSS est une colonie indépendante. Lénine l'a créée, a donné le pouvoir à Staline, qui l'a donné à Hitler, qui a d'abord été nommé chancelier, puis a pris le pouvoir à la mort de Staline. L'URSS est Union des Soviétiques qui est située en Allemagne. Hitler, pendant qu'il était au pouvoir, extermine toutes les Juifs. Crée des camps d'extermination en Pologne. Le plus grand camp d'extermination se trouve à Varsovie. Hitler se suicide et Poutine reprend le pouvoir de l'URSS. Ça, c'est une anthologie. Mais je dois dire qu'on en a quand même... voilà, et comme dirait une collègue à moi, voilà un enfant qui a parfaitement assimilé ce qu'on voulait lui faire comprendre et assimiler depuis les cours qu'on a... depuis bien 3 décennies maintenant, voilà. Donc là, quand on a voulu faire ce type de travail-là, on s'est dit, bon, il va falloir entamer effectivement des cours et peut-être voir avec les... Ça ne marche pas, cette affaire. Voilà, voir avec mes petits camarades comment on allait pouvoir travailler là-dessus. Alors, on s'est dit, comment en est-on arrivé là? Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la damnatio memoriae, la damnation de la mémoire. Ça, c'est une expression romaine dans l'Antiquité. Donc, les Romains évoquaient le fait d'effacer de la mémoire les noms, les visages des personnages politiques qui ne leur convenaient plus du tout, dont on ne voulait plus entendre parler. Donc, sur les statues, on raclait les têtes, on enlevait les noms des listes, leur représentation était détruite, les noms effaçaient des listes politiques, des monuments, même la date de leur anniversaire était déclarée jour néfaste, et du coup, effectivement, on effaçait ces personnages politiques. Ils copiaient là-dessus sur les Égyptiens. Je suppose que, si certains d'entre vous sont allés en Égypte, vous avez peut-être vu en Égypte des monuments où on a fait des raclures, on a raclé comme ça sur les noms d'anciens pharaons qu'on voulait effacer de la mémoire. Ça a été le cas en particulier d'Akhenaton, mais qui n'a pas entendu parler d'Akhenaton et de sa belle épouse Néfertiti 4000 ans après, quoi, voilà. Donc ça veut dire que des milliers d'années plus tard, aujourd'hui, nos gouvernants appliquent la même méthode. Ils ont effacé de nos manuels scolaires et des commémorations les noms de bon nombre de révolutionnaires qui s'appellent Robespierre, qui s'appellent Lénine, pour que jamais, évidemment, ceux-ci ne deviennent des exemples à suivre. Donc on a effacé, on a voulu effacer leur nom des mémoires, ou alors on les évoque dans nos manuels d'histoire avec une horreur absolue. On les lit soit à la terreur rouge de 1793, soit à la terreur rouge de 1918. Bref, pour tous les
les enfants depuis plusieurs décennies maintenant, la révolution, c'est terreur, guillotine, horreur. Et donc forcément, tous ces mots-là sont liés dans les têtes, et forcément, ça amène à penser une chose, ben voilà, le capitalisme, peut-être avec quelques défauts, certes, mais c'est finalement la voie à suivre. Voilà, donc aujourd'hui, qui pratique, avant de voir comment, qui pratique la damnatio memoriae? Ben, c'est pas bien difficile, parce que tous les médias et tous les principaux éditeurs de manuels scolaires sont aux mains d'une oligarchie, et on retrouve toujours les mêmes noms. Alors Lagardère, par exemple, je pense à mon bouquin de classe, puisque donc, je suis enseignante, c'est Hachette, c'est Hatier, c'est Armand Collin, c'est Larousse, c'est Calman-Lévy, Fayard, Stock. Je ne parle même pas de toutes les radios qui appartiennent aussi au groupe Lagardère, Virgin Radio, RFM, Europe 1, etc., sans parler des journaux. On a aussi, dans ce qui pourtant, dans mon jeune temps, était un groupe de presse très important, les PUF, les presses universitaires de France, et Belin, qui se sont mariés ensemble il y a peu de temps, et l'actionnaire de ces deux grands monstres, on va dire, de l'édition, c'est le réassureur SCOR. Alors, c'est un gros mastodonte en France aujourd'hui, et SCOR est dirigé par le, comment dirais-je, le très philanthropique et très progressiste Denis Kessler, dont vous avez peut-être entendu parler, puisqu'il fut vice-président du MEDEF. Enfin, quand il était jeune, c'est un ancien militant CFDT, et quand il est devenu vice-président du MEDEF, quand il y a eu Sarkozy au pouvoir, il a dit oui, on a l'impression que Sarko s'agite dans tous les sens. Pas du tout. Il sait exactement ce qu'il fait. Il est en train de vraiment revenir complètement sur le programme du Conseil national de la résistance. Et il dit, alors je dis, le modèle social français est le pur produit du Conseil national de la résistance, un compromis entre gaullistes et communistes. Eh bien, il est grand temps de le réformer. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. Et c'est ce que Sarkozy fait. Et ils viennent de déclarer, là, juste avant les élections, la France a besoin d'un traitement de choc. Denis Kessler, d'accord? Et donc actionnaire de Belin et puis des presses universitaires de France. Donc soyons clairs, hein, si le mot censure n'est pas évoqué, la ligne éditoriale aujourd'hui n'autorise guère de pensée, disons, on va dire en pensée dissidente. Et c'est pour ça qu'effectivement, ben voilà, je pense à mon cas personnel, lorsque j'ai voulu éditer l'histoire de ma famille dans un ouvrage qui s'appelle Le fil rouge, et qui raconte l'histoire de communistes d'origine italienne qui ont fui le fascisme, qui sont venus en France, qui ont lutté dans la résistance. Je l'ai envoyé à toute une série d'éditeurs, ci-devant nommés, voilà, et aucun n'en a voulu. J'ai même eu des retours, je vais dire, particulièrement clairs sur la ligne éditoriale qui n'autorisait pas ce genre de truc. Et s'il n'y avait pas eu mon ami et éditeur ici présent, Émeric Monville, mon bouquin, comme bon nombre de livres d'ailleurs qui se trouvent là, ne serait jamais sorti de l'ombre. Voilà. Et donc, il faut rajouter que tu avais aussi une lettre de recommandation d'Henri Alleg. Oui, pas n'importe qui. Oui. J'ai eu 2 lettres de recommandation. Peut-être que ça a aggravé ton cas, à mon avis. Peut-être. Pour Stock, effectivement, c'était Henri Alleg, donc Stock, elle m'a taclé. Et puis l'autre recommandation que j'avais auprès des éditions Fayard, c'était donc l'auteur de Le pull au vert rouge. Voilà, ça y est. Merci Gilles Perrault qui m'a dit donne-moi ton bouquin, j'adore, je vais l'apporter aux éditions, etc. Puis qui m'a rappelé en me disant ça rentre pas dans la ligne éditoriale. Voilà. Donc il y a des lignes éditoriales. Et bien justement, à propos de lignes éditoriales, ça me fait penser à Gallimard. Gallimard, donc Pierre Nora. Alors Pierre Nora est un écrivain spécialiste des lieux de mémoire, du sentiment national, et qui est donc directeur des collections chez Gallimard. Et en 1997, à un moment donné, il est arrivé un ouvrage étranger d'un historien britannique, qui a son âme, il est décédé, Eric Hobsbawm, qui avait écrit L'âge des extrêmes. Et ce bouquin-là est paru dans 30 pays. Et lorsqu'il a été proposé donc aux éditions de Gallimard, Pierre Nora
l'a refusé, je vous lis, en raison de l'attachement à la cause révolutionnaire de son auteur. Tous les éditeurs, écrit-il à l'époque, bon gré mal gré, sont obligés de tenir compte de la conjoncture intellectuelle et idéologique dans laquelle s'inscrit leur production. Il était on ne peut plus clair. Et c'est ainsi que ce bouquin-là, donc, n'est pas paru. Par contre, peu de temps après, paraissait le bouquin de son ami François Furet, Le passé d'une illusion, plus conforme d'ailleurs à l'anticommunisme ambiant en France. Serge Halimi avait d'ailleurs accusé à ce moment-là Pierre Nora de maccarthisme éditorial dans le monde diplomatique en 1997. Voilà. Si je dis deux mots sur les médias les plus écoutés, on va dire, je vais reprendre aussi une petite phrase de Serge Halimi. L'opinion, ça se travaille. Voilà. Donc, tous nos quotidiens nationaux, Le Monde, Libé, Le Figaro, les chaînes de télé, LCI, Télé, etc., les chaînes de télé privées, Canal+, TF1, tous les grands hebdomadaires de référence, Le Nouvel Obs, L'Express, Le Point, tout cela appartiennent à 10 grands milliardaires. Bouygues, Xavier Niel, Dassault, Bernard Arnault, Bolloré, Pierre Berger, Personnam, Patrick Drahi, François Pinault, Mathieu Pigasse et Lagardère, voilà. Et ces 10 milliardaires, aujourd'hui, sont à la source de, ce qu'il faut appeler clairement, de la désinformation permanente, et qui rendent nos cerveaux comme ça disponibles pour être remplis de Coca-Cola. Hein. Donc, encore un petit mot sur les journalistes eux-mêmes, d'accord? Enfin, on peut qualifier journalistes, les animateurs télé, qui sont les chiens de garde du capital, d'autant qu'ils ont tout intérêt à aller dans le bon sens patronal, s'ils veulent continuer à vivre comme des stars, avec des salaires de plus de 10 000 euros par mois, et même entre 30 et 45 000 pour le JT à TF1, hein, j'ai vérifié, et lorsqu'ils ne gagnent pas peu cher les prix de ces vedettes de la télévision, et bien s'ils veulent garder leur place, ils ne peuvent pas aller à l'encontre du patron. Parce que comme on dit, celui qui paye les musiciens choisit la musique, d'accord? Et donc, je vais là encore reprendre une phrase de Serge Halimi, un petit groupe de journalistes omniprésents et dont le pouvoir est conforté par la loi du silence impose sa définition de l'information marchandise à une profession de plus en plus fragilisée par la crainte du chômage. La censure est encore plus efficace quand elle n'a pas besoin de se dire et quand les intérêts du patron coïncident miraculeusement avec ceux de l'information entre guillemets. Ça fait partie du bouquin de Serge Halimi, Les nouveaux chiens de garde, qui datait de 1997 et qui a été réactualisé en 2005. Je voudrais vous lire sa conclusion parce que je la trouve tellement... quand on les écoute parler à la télévision, c'est exactement ça. Parlant des journalistes de son pays, un syndicaliste américain observait, il y a 20 ans, les journalistes déjeunaient avec nous dans des cafés. Aujourd'hui, ils dînent avec des industriels, en ne rencontrant que des décideurs, en se dévoyant dans une société de cours et d'argent, en se transformant en machine à propagande de la pensée de marché. Le journalisme s'est enfermé dans une classe et dans une caste. Il a perdu des lecteurs et de son intérêt. Et il a précipité l'appauvrissement du débat public. Il suffit de regarder, d'ailleurs, je fais une parenthèse, certaines émissions de débat à la télévision, c'est toujours les mêmes, hein, quel que soit le sujet, c'est toujours les mêmes, hein, spécialistes de tout. Cette situation, donc, est le propre d'un système. Les codes de déontologie n'y changeront pas grand-chose. La lucidité, dans ces cas-là, est une forme de résistance. Alors, du coup, évidemment, comment, avec cette pression éditoriale, médiatique, comment peut-on penser différemment? Comment peut-on effectivement avoir une autre forme, d'autres grilles de lecture, tant de l'histoire que du monde contemporain? Comment peut-on s'extraire de cette propagande qui ne dit pas son nom et qui modèle l'opinion publique? Eh bien, l'ancien directeur du monde diplomatique, Ignacio Ramonet, disait « S'informer fatigue ». Et effectivement, il faut se fatiguer si l'on ne veut pas entrer comme des moutons dans une pensée unique, faite pour conduire les gens que nous sommes à l'abattoir. Voilà, donc j'ai cherché juste en quelques mots là à vous montrer les moyens officiels, en tout cas, par lesquels on peut transformer, modeler, travailler l'opinion, mais pis encore, et c'est là que, ben voilà, en tant qu'enseignante, en tant qu'historienne,
voilà, je peux dire ce que je connais bien, c'est que des historiens eux-mêmes, en quête de notoriété, en quête de reconnaissance, en quête de postes importants, sont devenus les véritables valets du capital, bafouant toute la déontologie afférente à leur profession et à la rigueur scientifique qu'ils sont censés respecter. Nous sommes aujourd'hui le 23 septembre, je le dis pour la caméra, et donc tout à l'heure à la manifestation, il y a une dame avec laquelle nous discutions et qui m'a dit « les historiens ils disent bien ce qu'ils veulent dire ». C'est tout à fait effectivement représentatif d'une certaine caste d'historiens qui n'ont jamais regardé les sources d'archives et qui disent bien effectivement ce qu'ils veulent dire. Mais ce n'est pas la déontologie de notre profession. C'est une matière scientifique, c'est une matière qui demande une grande rigueur et qui demande de regarder les archives, de comparer les textes, de comparer les documents. Et ce n'est sûrement pas en tout cas ce qu'on peut trouver dans certains bouquins de certains confrères. Et ça fait comme ça que depuis plus de 3 décennies maintenant, dans nos programmes scolaires en particulier, dans les manuels, dans les livres d'histoire, tout est fait pour convaincre le peuple que toute idée révolutionnaire ne peut mener qu'à une catastrophe. Je prends le cas de l'enseignement dans lequel je suis encore pour pas longtemps, parce que je suis très vieille, mais dans toutes les grandes révolutions qui sont censées être abordées et que nous